mes filles qui sont à mi-temps, elles partent, elles me disent bon allez, ma deuxième journée commence. Mais je cherche des hommes qui veulent bien être assistants dentaires. Bienvenue sur le podcast Coalescence, le podcast qui donne la parole aux entrepreneurs d'aujourd'hui, ceux qui font coexister humanité et rentabilité pour créer le monde de demain. Le service santé est devenu un produit de consommation. Exactement, comme un resto. Je suis Laure Barbaza, fondatrice de la Fabic. Parce qu'ils sont peu nombreux et ils sont tellement demandés. Et oui, il y a tellement de que du coup, ils se permettent des choses qui, à notre époque, on ne faisait pas du tout. Nous, on était contents déjà de travailler. On se retrouve tous les 15 jours pour donner la parole aux entrepreneurs qui font coexister humanité et rentabilité. Donc j'ai créé Plus Loin. D'abord à Ton cabinet s'appelle Plus Loin ? Non, j'ai créé... La coalescence, c'est le phénomène physique de deux gouttes d'eau qui se rejoignent pour former une goutte plus grosse et plus puissante. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce prochain épisode et j'ai le grand plaisir d'accueillir Mathilde Leplu. Bienvenue Mathilde. Bonjour. Merci Laure de m'avoir invitée. C'est un grand plaisir. Alors pour quelques mots sur Mathilde. Donc Mathilde Leplu est orthodontiste. Elle a un cabinet qu'elle a créé à Agde. À Bessan, à côté d'Agde, dans l'Hérault. Il y a maintenant 13 ans. Vous êtes 6 salariés. Vous accompagnez, vous avez plus de 600 patients à l'année. Et je trouvais le profil de Mathilde intéressant parce qu'elle a vraiment une double casquette, à la fois de professionnelle de santé, où il y a quand même les patients viennent pour elle, et à la fois cette casquette de chef d'entreprise. Et c'est vrai qu'on entend très peu des personnes comme toi. Et tout l'intérêt aussi c'est de cet épisode, c'est que tu puisses nous partager en fait ton expérience, ton parcours et comment en tant que professionnel de santé et chef d'entreprise, tu arrives à faire coexister humanité et rentabilité dans ton entreprise. Ça te va ? Ça me va très bien. Vaste programme. Du coup, ce que je te propose pour première question, est-ce que tu peux te présenter, nous expliquer ton parcours et comment tu en es arrivé à créer ton cabinet d'orthodontie ? Alors, c'est un peu un hasard quand même, parce qu'à la base, j'étais plutôt partie pour faire une école de commerce. D'accord. Donc, j'étais inscrite au campus de Bissy, qui se trouve à Saint-Clément-de-Rivière. Et ma sœur, parallèlement à ça, était en médecine. Et elle a raté la première année de médecine. Et elle m'a dit « Ah, je veux absolument faire médecine. Viens faire l'année avec moi pour redoubler. Comme ça, au moins, je ne serai pas toute seule. » Donc, je suis partie en médecine avec elle. Et là, c'était la solidarité entre sœurs, quoi. La sororité. La sororité plus. Et donc, du coup, en faisant médecine avec elle, avec le bagage qu'elle avait déjà, ça m'a permis de réussir à avoir dentaire en première année. Ne sachant pas quoi faire, du coup, est-ce que je repars à mon école de commerce ou pas ? Je suis allée voir ma dentiste qui faisait de l'orthodontie. Et en quelques jours en fait, d'apprentissage d'orthodontie, j'ai adoré le concept. D'accord. Donc j'ai décidé de faire dentaire. Dès que j'ai commencé dentaire, j'ai fait de l'orthodontie tout de suite en TP et ça m'a plu immédiatement. D'accord. Est-ce que tu peux nous préciser l'orthodontie, en quoi ça consiste ? Alors en fait, l'orthodontie, c'est d'aligner les dents et de redonner la fonction à la mâchoire. Donc c'est pas uniquement esthétique. Ah, c'est pas uniquement esthétique, au contraire. C'est d'abord fonctionnel. D'accord. Parce que la bouche, c'est une entité avec une langue, des joues, il y a des muscles, il y a de la mastication, il y a de la phonation, il y a tout ça. Et si c'est une bonne fonction est faite, l'esthétique est là. Ah oui, d'accord. Voilà. Donc c'est d'abord le fonctionnel et après l'esthétique. Alors les gens pensent tout le temps que c'est ça. orthodontie égale esthétique, mais la priorité c'est la fonction avant l'esthétique. D'accord. Et pourquoi, à l'époque, tu t'étais orientée vers les études de commerce ? Qu'est-ce qui t'attirait dans le commerce à l'époque, parce que ça fait quand même 30 et quelques années, Ça c'était se voit surtout... pas. Ça se voit pas, merci. C'était surtout l'idée de voyager. Je me suis dit, commercial, je veux voyager, je veux aller voir les gens. J'avais cette bougeotte-là. D'accord. Et que finalement, en étant orthodontiste, je voyage aussi beaucoup, donc c'est très bien. Ah, d'accord. Donc finalement, tu avais choisi, donc tu t'étais dit, tiens, le commerce, ça ouvre, ça nourrit en fait ce besoin de voyage. Ta sœur t'a dit, viens en santé, franchement, viens en médecine, tu vas voir, c'est sympa. Ça paraît fou. Et finalement, coup de foudre pour l'orthodontie. Comme quoi, en fait, la vie t'a mis... sur mon chemin. Sur ton chemin, ce dont tu avais besoin, quoi. Et là, aujourd'hui, est-ce que tu regrettes ce choix-là ? Ah, mais pas du tout. Ah oui. J'ai toujours autant de plaisir à faire mon métier qu'il y a 30 ans en arrière. Ah oui, donc pour vraiment... rien au monde, je changerais le métier que j'ai dans les mains. Et oui, parce qu'en fait, finalement, en plus, tu voyages avec ta casquette d'orthodontiste. Exactement. Donc là, c'est parfait. Et j'ai même donné des cours à la fac quand j'étais étudiante. D'accord. À la fin de mon cursus d'étudiante, j'ai pendant 4 ans donné des cours à la fac. Donc en plus, ça m'a permis
d'apprendre encore plein de choses et de... Oui, de partager tes connaissances. Partager tout ça, c'était vraiment une belle expérience. Oui, comme quoi, en fait, ton métier de professionnel de santé, d'orthodontiste, ça ne s'arrête pas juste à pratiquer des actes avec des patients, c'est bien plus large. Oui. Justement, on va en parler, parce qu'avec cette casquette aussi de dirigeant d'entreprise. Donc ça, ok, tu fais tes études. Comment ça se passe, tes premières expériences professionnelles? Alors, pas forcément comme je voulais, parce que j'ai fait des remplacements dans des cabinets d'abord dentaires, avant d'être orthodontiste. D'accord. Et puis c'était rentabilité, où tu devais travailler, faire un chiffre d'affaires. Tu gagnais, je pense, que 20 ou 30% de ce que tu faisais à l'époque. D'accord. En tant que remplaçant. Remplaçant. Donc, ça veut dire que tu avais ton diplôme et tu allais dans des cabinets, tu remplaçais en fait le médecin. Qui était parti en vacances. Et toi, tu touchais 20 à 30% des 30%, actes. 30%, je crois, à l'époque. 30% des actes. Et aujourd'hui, c'est toujours le même pourcentage ou... Ça dépend des cabinets. Maintenant, il y a 40%. Après, ça dépend. C'est toujours pareil. C'est comme maintenant, moi, les remplaçants, tu peux les payer 50 €, 60 €, 70, 80. Ah oui, ça dépend de ta politique tarifaire. Exactement. Et de ce que tu souhaites mettre en place pour tes salariés, en fait. Complètement. Ah, mais c'est parfait, ça. On va justement en parler. Donc, tes premières expériences, là, finalement, tu plonges dans un cabinet qui applique un modèle capitaliste complètement à l'ancienne. Complètement. Donc, ça me plaît pas du tout. Après, la vie suit son cours. Je rentre à la fac, je rencontre mon ex-mari, on s'installe sur Agde. D'accord. Et là, j'ai le diplôme d'orthodontiste. D'accord. Donc, je trouve une orthodontiste qui veut s'associer. Donc, je m'associe avec elle en 2006. Donc là, l'objectif, c'était de créer un cabinet. C'était de travailler en tant qu'orthodontiste. Je voulais plus faire de remplacement dentaire, je voulais faire de l'orthodontie exclusive. Donc, j'ai trouvé un cabinet d'orthodontie. J'ai d'abord été salariée chez elle. D'accord. Et jusqu'au jour, elle m'a dit j'aimerais bien trouver une associée. C'était un pot en or pour moi. Et du coup, je me suis associée. Mais toujours pareil, rentabilité, pas d'humanité au niveau des salariés, au niveau parfois même des patients. C'était pas mon schéma en fait de vie. Et est-ce que c'est pas antinomique au métier de la santé quand même? Parce que ce métier de la santé, c'est quand même un métier du care, du soin. Et c'est vrai que d'entendre ce discours où c'était orienté rentabilité, moi je trouve que ça rentre vraiment en opposition. Ah, mais complètement. Comment tu expliques ça? J'explique ça par le fait que les gens, plus la société évolue, plus on est quand même dans le matériel, plus il faut gagner de l'argent. Et moi, on est humain. De toute façon, ça se voit depuis... Moi, ça fait 30 ans que je travaille. En 30 ans, on a perdu toute l'humanité. Ah oui, et même dans le secteur de la santé, alors qui est la base en fait de la... Et souvent, en plus, les personnes qui s'orientent vers les métiers de la santé, c'est parce qu'ils ont même un côté humain développé. À la base, c'était ça. Plus que ceux qui vont à l'école de commerce. Bien sûr. Oui, mais dans une école de commerce, il y a ce côté dialogue avec l'autre. Cohésion sociale que j'aimais bien en fait. D'accord. Et là, moi, j'ai pas perdu ça. C'est-à-dire que dans mon cabinet, je discute avec les patients, je demande des nouvelles de la mamie qui a été opérée. Enfin, j'essaie d'avoir toujours cette petite humanité. Les gens qui ont des difficultés financières, on les aide. Il y a toujours il faut que ce soit rentable, parce que sinon, c'est pas gérable. Mais ça doit rester humain. Oui. Et toi, finalement, à la fois le commerce au tout début et puis ensuite l'orthodontie, tu as toujours été guidée par ces valeurs humaines. Complètement. Mais elles viennent d'où? Bonne question. T'as toujours été comme ça depuis que t'es petite? Ah oui, toujours. Toujours, ouais. C'était vraiment... Et c'est quoi qui te... J'ai toujours besoin d'aider l'autre. Alors ça, c'est bien et à la fois, c'est pas bien, parce que du coup, je suis dans l'hyper-empathie tout le temps. D'accord. Dans l'hypersensibilité. Donc, je me soigne. Je fais des traitements, des coachings pour ça. Mais j'ai ce besoin, en fait, de rendre service tout le temps aux gens. D'accord. Et de rendre l'autre heureux. Tu te sens investi d'une mission par rapport à l'autre Oui, alors que là, la mission, vous allez me dire, elle va être esthétique ou on a compris que c'était fonctionnel avant d'être esthétique. Mais c'est vrai qu'une patiente qui arrive ou un patient qui arrive avec la main devant la bouche, avec les dents complètement tordues ou en avant, et au bout d'1 an, il sourit comme ça, il est heureux, oui, toi, j'ai mission accomplie. Ouais. C'est ça. Ça, c'est ce qui t'apporte aujourd'hui le plus grand sentiment de fierté et d'accomplissement qui te fait dire que tu es là au bon endroit. Exactement. D'accord, ok. Ça marche. Donc, si on revient, premières expériences en fait vraiment catastrophiques, où là, tu te reconnais pas du tout dans ces recherches de rentabilité plus. Et c'est suite à ça que tu décides de créer ton cabinet? C'est suite en fait à mon association qui se passe très bien pendant les premières années. Et puis, au fur et à mesure, on mûrit, on avance dans la vie. Et je me disais qu'il
Il y a des choses qui allaient pas du tout, enfin qui me correspondaient pas du tout en tant qu'humain, toujours pareil. Dans la gestion du personnel, dans la gestion des patients, dans la gestion des vacanciers, dans la gestion de plein de choses en fait, les plannings. D'accord. Donc, Tu peux nous citer quelques exemples de pratiques que tu as pu voir dans des cabinets où tu te dis non, ça me correspond absolument pas et je veux pas participer à ce système-là. Ah bah par exemple, un vacancier qui vient, qui a un petit bout de fil qui lui fait mal, on lui coupe le bout de fil, on lui demande 30 ou 40 euros. Ah oui, d'accord. Non, en fait, le gars, il est en vacances, moi, je préfère qu'il aille dépenser 40 euros à manger des glaces au bord de la mer que... Ouais, y a toujours Donc voilà, il y a des petites choses, voilà, c'est pas dans mon concept de travail. Oui, toi, tu trouves pas ça justifié parce que certains pourraient dire, en fait, c'est un acte médical, c'est considéré, enfin, ça a cette valeur-là, qu'il soit vacancier ou pas, ça, peu importe, je facture. Voilà, mais bon, ça prend 2 minutes, même pas 30 secondes. Donc, non. Oui, toi, tu as cette valeur du temps et du travail et de la valeur de l'argent que tu souhaites garder malgré tout. Exactement. On est déjà assez traité de... Enfin, que les traitements sont assez coûteux, c'est vrai, pour les patients. Hein. Donc si en plus on se permet de faire à côté des choses encore plus coûteuses, non. Oui, toi, tu as une éthique par rapport à ça. Ah oui, complètement. Il y a même des consultations de temps en temps sur les patients qui reviennent parce qu'ils ont besoin que je leur réexplique. Mais même si je repasse une demi-heure à réexpliquer ce que j'ai déjà expliqué, je ne vais pas le refacturer. D'accord. Ça arrive très souvent. Et ça, tu le fais dans ton... Pourquoi tu fais ça? Tu fais à la fois pour... Est-ce que c'est pour revaloriser le métier, enfin pas le métier, mais l'image du praticien en orthodontiste? Est-ce que c'est par rapport... Je pense que ça se fait tout seul. Oui, c'est parce que tu es comme ça. Oui, je suis comme ça et que je trouve que si j'étais à la place du patient, je vais voir un premier médecin qui me dit quelque chose, j'ai pas tout compris, je retourne. Si à chaque fois tu dois être facturé, c'est... Oui, c'est... Oui, pour toi, c'est aberrant. En fait, c'est le bon sens. C'est le bon sens. C'est le bon sens médical exactement. De prise en charge et de prendre soin de ton patient. Exactement. Ouais, mais ça, c'est. Je pense que tous les médecins n'ont pas cette. Tous ne l'ont pas, mais moi j'ai des amis orthodontistes, notamment une qui travaille sur Toulon, enfin au Pradé. On a la même gestion du cabinet. Ouais. Et ça, justement, dans la déontologie médicale, il n'y a pas ce type de. On ne l'apprend pas. Ah, d'accord. Non, il n'y a pas de cours de... Il n'y a pas de cours de bon sens médical. Et de bon sens, non. Ah ouais, c'est fou. Mais c'est comme les nouveaux médecins aujourd'hui. Ma sœur qui est médecin généraliste, elle a un collaborateur, c'est que de la rentabilité. Ah oui, d'accord. Et ça, on vous apprend pas... Et comment tu l'expliques ça? C'est les nouvelles générations. Ah oui, donc on veut travailler moins et gagner plus. On l'entend souvent, ce slogan-là. C'est ce qui se passe. Ah ouais, c'est ce qui se passe. Et là, oui, les facultés de médecine ne se sont pas du tout mises à jour. Pas du tout. Il n'y a pas d'évolution à ce niveau-là. Et moi, j'ai eu un ancien collaborateur, il me disait toujours, moi je fais un plein temps là. Hein. J'ai dit, mais non, tu travailles 3 jours par semaine. Bah oui, mais c'est un plein temps pour un orthodontiste. Ah oui. Et 30 ans ou 32 ans, donc les mentalités ont vraiment évolué. Moi, au début, j'ai travaillé du lundi au samedi après-midi pendant des années. Ouais. Oui, c'était le... Maintenant, ils arrivent à gagner ce que je gagnais en une semaine, ils gagnent en 3 jours. Donc, pourquoi en faire plus? Ah oui. Oui, mais ça, c'est le problème de quoi? C'est un problème de manque de personnel. Ah, donc, du coup, on les paye plus cher. D'accord. Et ils peuvent augmenter les tarifs. Ce que je te disais tout à l'heure, c'est 50 euros ou 80 euros. Bah, quand tu as besoin de quelqu'un en urgence qui te demande 80 euros, bah, tu y vas, en fait, tu lui demandes. C'est la loi de l'offre et de la demande dans le médical. Il y a tellement peu en fait, de disponibilité que tu prends ce qu'il y a et bah, des fois, c'est... Ah oui, donc en fait, c'est l'effet Moi, j'ai déjà annulé. C'est-à-dire des vacances, j'ai déjà annulé parce que le remplaçant me demandait beaucoup trop cher. Donc, je préfère annuler toute une semaine de patientèle plutôt que de devoir payer un remplaçant les yeux de la tête. Ah oui, d'accord. Mais alors, ça veut dire que toutes ces politiques un peu de restriction, en fait, ou de numerus clausus qui se réduit, en fait, pour les médecins et les dentistes, on peut aussi le voir d'un côté de... On peut le voir de deux côtés, de se dire, en fait, finalement, c'est un gage de qualité de l'enseignement, de se dire, on prend moins, mais ceux qu'on prend, ils sont censés être... C'est censé être les meilleurs. Oui, mais du coup, ils ont un peu la grosse tête, les mecs. Oui, c'est ça. Parce qu'ils sont peu nombreux et ils sont tellement demandés. Et oui, il y a tellement de demandes. Que du coup, ils se permettent des choses qui, à notre époque, on ne faisait pas du tout. Nous, on était contents déjà de travailler. Ouais. Si donc il y a vraiment le rapport de force qui a changé. C'est complètement inversé. Ah oui, c'est fou ça. Et donc, du coup, c'est la loi de l'offre et de la demande. Complètement. Et donc, du coup, la demande explose. Donc en face... tu dis oui à tout. Ah oui. Ou non, mais dans ces cas-là, moi, ça m'est arrivé là, depuis avoir personne au cabinet, de travailler du lundi au vendredi, encore il y a quelques mois. Ah oui.
Donc, pénurie de personnel, c'est tes difficultés. Toi, tu as quand même des valeurs fortes d'humanité et en même temps, tu es dirigeant d'entreprise avec des salariés à faire tourner, des charges, beaucoup de charges. Une exigence de rentabilité forte. Et donc, justement, quand tu as créé ton cabinet, qu'est-ce que tu as mis en place? Quel était Comment tu as créé ce cabinet-là? Dans quel état d'esprit t'es Alors, je me suis séparée donc, de mon associé. J'ai essayé une première fois en 2011, mais je n'ai pas trouvé de racheteur pour mes parts. D'accord. Donc, je suis restée 2 ans de plus. Et en 2013, j'ai trouvé quelqu'un qui m'a racheté. Donc, pour partir du cabinet? Pour partir du cabinet d'Agde. D'accord. Donc, j'ai créé Plus Loin. Ton cabinet s'appelle Plus Loin? Non, j'ai créé... Il s'appelle Plus Loin. C'est le cabinet le plus loin. Elle est bonne. Énorme. Ça s'appelle comment déjà? Quand t'as pas le droit de t'installer à côté de l'autre. Ah oui, t'as des contraintes géographiques aussi. Oui. Oh, punaise. Donc c'est ça, j'ai mis Plus Loin dans un autre village. En fait, j'ai dû partir à Saint-Thibéry. Attends, ça, il faut qu'on le dise. Non, mais attends, mais t'as des contraintes de malade, en fait. Bah, quand je me suis désassociée, il y avait la clause de... comment ça s'appelle de non-concurrence. De non-concurrence sur, je sais pas, 10 km. Ah ouais. Et ça, c'est réglementé, c'est comme les médecins, c'est comme... Alors, normalement, ils doivent te la payer pour qu'elle soit mise en place, mais comme l'autre, elle était tellement... tellement à cheval sur son argent. C'est ça. Non, mais je disais, les vacances, t'imagines, le mec, il vient, tu lui coupes juste un petit bout de fil qui fait mal. Ah ouais. Tu prends 30 € ou 40 €. Ouais, j'avoue, ouais. Et souvent, moi, quand je le fais, je leur dis non, mais c'est bon, on partait, ils me ramènent une bouteille de champagne. Ça leur coûte plus cher que s'ils étaient remboursés par la Sécu. Mais au moins, tous le font pas. Ouais. Non, mais je vois. Bref. Donc, du coup, je suis partie d'Agde et j'ai créé mon cabinet dans un peu plus loin, dans un autre village, pour pas avoir une clause de proximité avec mon ancien associé. Oui, donc c'est ça, tu avais une clause de non-concurrence. Exactement, sur je sais plus combien de kilomètres, mais j'avais pas le droit de me mettre sur les villages alentours. D'accord. Donc je me suis mise sur un village un peu plus loin. Donc là, j'ai trouvé un hangar. En 3 mois, j'ai fait des travaux pas possibles. Et j'ai commencé seule, avec une assistante qui venait de mon ancien cabinet, qui voulait aussi partir. Et du coup, on est partis toutes les deux. Donc vous êtes parties toutes les deux en créant le cabinet un peu de vos rêves qui allait vous ressembler. Exactement. Où on était cool, tranquille. Alors il y a quelques patients qui sont venus aussi. Puis très vite, les patients, le bouche à oreille fait que on a eu pas mal de patients assez rapidement quand même. Au bout de 1 an et demi, je travaillais déjà beaucoup. D'accord. Donc là, j'ai dû prendre une secrétaire pour aider mon assistante qui faisait et secrétariat et assistanat. D'accord. Donc la secrétaire est arrivée, on s'est retrouvés à 3. Et puis après, moi, je travaillais 5 jours par semaine, des fois le samedi. Donc je me suis dit, ce serait bien que, comme j'avais un enfant qui était encore en bas âge, de prendre une collaboratrice. Donc j'ai aussi fait venir une collaboratrice orthodontiste au cabinet. Donc là, maintenant, vous étiez deux. On était 2 à travailler. À pouvoir faire des actes. Parce que pour ceux peut-être qui ne savent pas, on en a parlé un peu avant. Ouais. En fait, dans ce milieu médical, les actes peuvent être réalisés et facturés uniquement par des personnes diplômées. Complètement. Que des orthodontistes qualifiés. C'est ça. Et donc, c'est vrai que c'est aussi la particularité de vos métiers, c'est que c'est des métiers très intuitifs, personnels, en fait, qui obligent le médecin à être là en permanence. Ah oui, il n'y a pas de télétravail. Hein. Oui. C'est pas possible. On aimerait bien. Ah oui, tu fais pas de consulte en visio et le Covid d'ailleurs. J'ai pas travaillé pendant 2 mois et par contre, j'ai allé faire les urgences au cabinet en combinaison avec le FFP2, voire le FFP3. Ah oui. Et oui, parce que c'est vrai que ça, on n'y pense pas. Mais Et on a pu réouvrir nous au bout de 2 mois. D'accord. Ok, donc pas de télétravail, c'est ça. Un métier quand même très exigeant en termes de présence, en fait. Complètement. Donc là, au bout de combien de temps t'as recruté ta collaboratrice? Je crois au bout de la 3e année. Ah oui, donc au bout de 3 ans, tu avais suffisamment de patients et même largement pour que vous soyez 2 à pouvoir faire les actes et pour te soulager. Complètement. Okay. Donc après, qui dit nouvelle collaboratrice, dit nouvelle assistante, pour qu'on en ait chacune une. Et puis après, voilà, ça s'est grossi jusqu'au jour où je me suis dit, en fait, j'ai 70 mètres carrés, c'est beaucoup trop petit. Oui. Il va falloir que je trouve un terrain. Donc j'ai trouvé un terrain en 2019. D'accord. Donc 6 ans après, qui se trouve sur la commune de Bessan.
La clause de non-concurrence étant finie, j'ai pu me mettre dans ce village. Et là, j'ai créé un cabinet qui est un peu beaucoup plus gros, qui fait 250 mètres carrés. D'accord. Où maintenant, j'ai donc 2 secrétaires, 4 assistantes et on est 2 orthodontistes. 2 orthodontistes. Ouais. Et justement, comment tu as géré cette croissance en étant donc orthodontiste? En plus, tu n'as pas ce que tu me disais tout à l'heure, que je trouve hallucinant, c'est-à-dire qu'aucune formation, ni de commerce, ni de marketing, ni de compta, ni de management. Surtout le management, parce que... Ça a été ça le plus dur pour toi? Le plus dur pour moi, c'est gérer, mais encore aujourd'hui, gérer le personnel. C'est très, très compliqué. Il y a les doléances de chacun qu'il faut prendre en charge, il y a les plannings. En plus, moi, j'ai que des femmes. Oui. Donc, soumises à maternité, les enfants à les récupérer à l'école, le manque de temps personnel pour toutes les choses qu'une femme a à faire, c'est sans être féministe. Oui. Souvent, mes filles qui sont à mi-temps, elles partent, elles me disent, bon, allez, ma deuxième journée commence. Oui, mais ça, c'est quand même problématique. Ah ben bien sûr. Mais je cherche des hommes qui veulent bien être assistants dentaires. Eh oui, mais là, on retombe dans malgré tout le système patriarcal, que tous les métiers du care, c'est des métiers plutôt féminins. C'est ça. Et des métiers à temps partiel, des métiers peu payés. Et on se trouve dans une espèce de cercle vicieux où... Mais c'est pour ça que j'ai mis en place des salaires qui sont plus hauts que la moyenne. D'accord. Pour attirer les messieurs? Non, pour que les femmes se sentent mieux aussi et que leur mi-temps, même si elles voient moins leurs enfants, elles ont quand même une compensation financière qui peuvent les aider dans leur vie. Et est-ce que ça participe aussi à, malgré tout, leur émancipation et leur indépendance? Bien sûr. Et que finalement, se faire ce choix-là aussi d'avoir des salaires hauts sur des profils, majoritairement féminins... C'est un peu une action politique d'émancipation des femmes. Exactement. On peut dire ça. Bravo Mathilde. Oui, et en plus, pour les émanciper encore plus, j'avais mis en place, bon là je vais le reprendre cette année, des cours de pilates entre midi et 2. D'accord. Il y a des terrains de paddle à côté du cabinet, donc du coup c'est pareil, on y allait tous ensemble, ça fédère la cohésion d'équipe, de jouer tous ensemble. Il y avait des petites choses comme ça qui ont été mises en place qui sont bien. Et donc petit massage le mercredi avec une esthéticienne qui vient à domicile. Dans le cabinet? Dans le cabinet, qui nous met sa petite chaise là où on se fait masser et chacune passe les unes après les autres pendant 20 minutes. D'accord. Et ça, c'est toi qui le prends en charge? C'est le cabinet qui prend en charge. D'accord. Et quel est ton... Pourquoi tu fais ça? Pour que les filles se sentent encore mieux, parce que c'est vrai que le secrétariat et l'assistanat, elles ont en face des patients qui de temps en temps sont pas contents. Ah oui. Et puis plus plus ça évolue, plus les patients sont mécontents, des remboursements qui se font pas assez vite, des mutuelles qui remboursent mal, de la sécu. Donc ils sont très demandeurs de plein de choses qu'on peut pas forcément leur donner. D'accord. Donc ça râle, c'est elles qui prennent toute la charge. Oui, toi, tu te rends compte que au niveau de la patientèle, tu as vraiment une évolution et que c'est de plus en plus compliqué à gérer. Bien sûr. On est tous obligés, je ne sais pas si tu as déjà vu, mais dans quelques magasins, tu as le smiley jaune qui dit veuillez respecter l'accueil. Ouais. Non, et toute marque de violence sera pénalisée de je ne sais pas combien d'amendes. Oui, c'est vrai, on le voit à l'hôpital. Il y en a de plus en plus. Okay. Parce que c'est du soin et le soin est considéré comme quelque chose entre guillemets de gratuit. Ah oui. Et je pense que du coup, les gens, quand on leur dit bah non, là, l'appareil cassé, ça y a un coût, le coût de tout en fait. Ouais. Parce que nous, le coût de la vie augmente aussi. Hein. Ah bah oui. Et tu penses que c'est ce qui est gratuit n'a pas de valeur qui fait que parce que finalement c'est pris en charge par la sécurité sociale, c'est vraiment on fait moins attention. Donc du coup, on casse et puis on casse et on recasse et au bout de la 3e fois, et c'est écrit dans le devis, je facture. Ah oui. Et quand la secrétaire lui dit là, ça fait la 3e fois claque, c'est compliqué. Ah oui, et là c'est les Donc il peut y avoir des patients qui sont un peu, et c'est les secrétaires qui prennent tout de suite. Ah oui. Et ok, donc là, toi, est-ce que tu as mis en place des choses pour... Parce qu'en fait, je parle de ça parce que dans le dernier épisode avec Titouan Jacquet, il a mis en place dans son entreprise, peut-être ça peut t'intéresser, de dire interdiction de crier. Dès qu'il y a un patient qui crie, il sort. Soit il sort, soit on raccroche. Et, parce qu'en fait, il part du principe que il n'y a pas de personne qui crie tout seul. Donc si tu enlèves automatiquement la personne en face, il n'y a plus de cri. Et apparemment, ça a été le jour et la nuit quand il a mis en place ça. Et en fait, moi, effectivement, quand j'ai entendu ça, je me suis dit, mais en fait, c'est parfait. J'ai dit ça à ma collaboratrice. Dès qu'il y en a un qui hausse la voix, tu raccroches et fin de l'histoire. Et en fait, malgré tout, ça coupe la chic. C'est sûr. et ça crée un climat plus calme. Après, le problème, c'est que moi, les patients sont en face. Oui, c'est ça. Donc, les faire sortir, c'est compliqué. Après, ce que j'ai pu mettre en place aussi, c'est le téléphone.
Au lieu d'être ouvert toute la journée, D'accord. elles n'ont le téléphone qui fonctionne que le matin. D'accord. L'après-midi, c'est que par mail. Donc, de temps en temps, quand il y a des échanges un peu hot, on fait le mail. Je peux répondre aussi. Et après, l'autre chose que j'ai mise en place, c'est que le cabinet est open space. D'accord. C'est-à-dire qu'il y a des cloisons, mais tout est open space. Donc, c'est-à-dire que j'entends tout ce qui se passe. D'accord. Et si je vois que vraiment au secrétariat, il y a un pétage de plomb d'un patient, ça me permet d'y aller. Ah et ouais. bizarrement, dès que le docteur arrive, ça redescend. Ça redescend. Voilà. Ah oui, et là, tu tombes dans le principe de la blouse blanche. Ah oui, là, toi, tu vois vraiment l'impact que ça a sur les gens. Ah ouais, c'est fou, ça. Et ceux qui ne comprennent pas, je leur dis, écoutez, il n'y a plus rien à faire. Hein. Ah oui. Reprenez votre enfant, reprenez votre argent, et puis des orthodontistes, il y en a partout. Hein. Ah oui, et là ça m'est déjà arrivé une fois. Oui, sur les 600 que tu gères. Oui, donc finalement, après, les gens, ils arrivent à regarder, à rester rationnels. Ah bien sûr, puis on leur explique. Oui. À partir du moment où on leur explique tout, les remboursements, la mutuelle, la prise en charge, le bien-être qu'on va donner à leur enfant pour ce petit laps de temps, au final, tout est logique. Mais donc, ça veut dire que ça, c'est du temps en plus de tes secrétaires, de pédagogie, d'explication, et il faut qu'elles aient la patience. Complètement. Et c'est très chronophage, parce qu'un patient qu'on voit en bilan pour lui expliquer des choses, ça ne dure pas 5 minutes, ça dure au moins 20-25 minutes. Oui, si tu fais les choses bien. Exactement. Et vu que toi, tu as quand même des valeurs humaines, tu prends le temps de faire les choses bien. Exactement. Et ça, de toute façon, j'imagine que c'est facturé le même prix, que le bilan, il dure 5 minutes ou 35 minutes. C'est ça, c'est à l'acte. Et oui, c'est ça. Oui, toi, tu as une nomenclature. Donc là, c'est vraiment, en fait, c'est là où on se rend compte, tous ces métiers du médical, c'est vraiment la qualité du service reçu par le patient est vraiment liée aux valeurs. Ah bien sûr, c'est le médecin dépendant complètement. Ouais. C'est vraiment les valeurs du médecin, en fait, qui vont impacter sur l'entièreté à la fois des salariés, mais aussi sur la qualité du patient. Quoi. Complètement. Et donc ça, c'est un vrai choix, en fait, du chef d'entreprise, de savoir ce qu'il veut créer dans son entreprise. Quoi. Et c'est pour ça qu'on râle un peu, parce qu'il y a les avis Google. Ah, il y a des avis Google sur les médecins maintenant ? Mais de plus en plus, et sur tout le monde. Mais je croyais que c'était interdit, ça. Mais non. Ah, d'accord. Donc les patients mettent les avis, alors tu as des bons avis, c'est chouette, tu as des avis 1 étoile, tu te dis, oups, qu'est-ce qui se passe ? Ah ouais. Bon, en l'occurrence, la 1 étoile, c'était le patient que j'ai mis dehors. Oui. Ce qui est logique. C'est normal. Donc tu en as 1 sur 600. Non, après, globalement, il y a des bonnes notes, mais on a aussi ça. Ah oui, c'est vrai. C'est-à-dire que si on fait le moins de faux pas, parce qu'on est quand même humain, de temps en temps, on a des humeurs aussi qui peuvent varier, on n'a pas le droit. Ah oui, donc attends, parce que moi, les avis sur le médecin, je crois que je n'y suis jamais allée, quoi. Je suis jamais allée. Mais là, allée. sur Internet, n'importe quel médecin, tu as des avis. Ah d'accord. Et les gens font comme au restaurant, quoi. On leur demande, la secrétaire demande comment vous savez. J'ai regardé sur Internet. Alors moi, j'ai pas Doctolib, donc on peut pas choisir le premier rendez-vous de créneau d'ortho. Donc moi, c'est beaucoup de bouche à oreille entre les patients. D'accord. Et quand on demande, c'est les avis. D'accord. On a regardé les avis Google. Mais c'est fou, ça. Ouais. Ah oui, comme quoi il y a vraiment, en fait, le service santé est devenu un produit de consommation. Exactement, comme un resto. Oh ouais, comme un resto. Et t'es pas content. Je vais avoir 3 étoiles au Gotemio, peut-être. Ok, et justement, Doctolib, est-ce que c'est un vrai choix de ne pas être sur Doctolib ? Oui. Tu peux nous expliquer pourquoi ? Doctolib, c'est une super plateforme. Oui. Mais après, moi, j'ai tellement d'actes différents. D'accord. En fonction de ce que je dois faire avec le patient. Si c'est une consultation de revisite, ça va être un quart d'heure. Si c'est une première consultation, c'est une demi-heure. Et ça, t'as pas sur Doctolib. Ah, donc d'accord. en fait, il faudrait que j'ouvre des créneaux. Et puis le logiciel que j'avais à la base, quand j'ai pris Doctolib au tout début, j'avais des doublons sur le planning. Ah oui. C'est-à-dire que quelqu'un prenait un rendez-vous sur Internet, en même temps, ma secrétaire donnait le même créneau. Et j'ai eu des doublons plusieurs fois. Et finalement... Oui, et là, parce que tu aurais pu faire le choix de dire, en fait, les secrétaires, elles prennent plus de rendez-vous. Je passe tout sur Doctolib. Ça me simplifie la vie, ça m'enlève des charges. Oui et non. Non. Oui et non, parce qu'en fait, elles savent exactement comment je travaille. Ah oui. Si un patient, j'ai un tout petit truc à faire dessus de 5 minutes, elles vont me le caler entre deux parce qu'elles savent qu'à ce moment-là, ça passe. Doctolib, il n'est pas capable de gérer un planning comme elle le gère. Oui, donc toi, tu as préféré maintenir ça pour plus de fluidité aussi. Exactement. Et puis, il y a un patient qui s'en va de chez moi, il a les 2 prochains rendez-vous. Ouais. Et à chaque fois qu'il revient, il les prend. Donc, normalement, il n'y a pas de... Ouais. La seule difficulté, c'est effectivement, quand sur Doctolib, tu veux prendre un premier rendez-vous, c'est hyper facile. Et oui, tu cherches premier rendez-vous, tac, tu as un ortho qui sort n'importe où et tu y vas. Oui, mais moi, les premiers rendez-vous de maintenant, c'est au mois de mai.
Oui, ça, ouais. Donc, mais bon, là, tu n'as pas de problème de demande, donc... Moi, j'ai 20 nouveaux par semaine à peu près. Donc, oui, d'accord. Ouais, donc entre 15 et 20 nouveaux par semaine. Oui, donc tu n'as pas de souci. Et donc, tu as ce luxe aussi de pouvoir privilégier la qualité du service, le lien humain. Et ça, en fait, c'est ce que tu as construit finalement depuis 12-13 ans. Exactement. Qui porte ses fruits encore aujourd'hui. Donc... Et c'est pour ça que je suis heureuse d'avoir fait ça au départ, c'est-à-dire un choix de pas de multiplier le nombre de nouveaux rendez-vous, parce que pour une rentabilité absolue, j'allais dire, mais au moins, alors c'est pas non plus avoir le luxe de choisir ses patients, parce qu'on soigne tout le monde, mais le patient qui est un peu border, on va lui dire, écoutez, on vous voit dans 2-3 mois. Ah oui. Le patient qui a plus une urgence vitale et qui est super gentil, super observant, qui est respectueux, on va le soigner tout de suite. Alors je dis pas mieux ou moins bien, mais on va le prendre un peu plus en charge rapidement. Oui. Et ça, est-ce que ça te... Non, parce que c'est aussi une vraie question au niveau de la santé, du choix de ses patients. Après, il y a beaucoup de cabinets d'orthodontie, et ça, je le cache pas, c'est qu'ils ne soignent pas les CMU, par exemple. Un patient qui a la CMU, le semestre va être remboursé par la Sécurité sociale 464 €. D'accord. Un semestre d'orthodontiste comme moi, libéral, varie entre 600, 700, 800 €. On va dire moyenne 700 €. Donc ça, c'est du dépassement d'honoraires, en fait. Exactement. D'accord. Que la mutuelle peut prendre en charge. Sauf que la CMU, c'est 464, Sécu mutuelle. D'accord. Donc les 230 et quelques euros que tu as en RAB, c'est pour ta pomme. C'est-à-dire que tu ne demandes pas de dépassement. D'accord. Tu ne gagnes, entre guillemets, que 464. Et sur 4 fois... 4 semestres. Oui, je comprends. Oui, donc toi, tu as un manque à gagner traitement, tu vas gagner, 1 000 € en moins sur un traitement d'un patient CMU que sur un autre patient. D'accord. Et ce qu'on dit tout à l'heure, le patient CMU, alors je ne fais pas une globalité, mais souvent, comme ils ne payent pas, ils ne font pas attention, ils ratent les rendez-vous, ils ont moins d'hygiène, ils cassent. Donc au final, tu gagnes moins et tu perds plus de temps. D'accord. Donc il y a beaucoup de cabinets qui maintenant leur disent on ne prend plus les CMU. Donc il y a des centres mutualistes qui ne soignent que ça. Et d'un autre côté, il y a des gens qui ont la CMU malgré eux et qui choisissent pas. Voilà, donc moi je les reçois tous. D'accord. Après, je ne vais pas mentir, je fais quand même un choix dans le... Si c'est une urgence, je vais le soigner, il n'y a pas de souci. Si ça peut être un peu décalé à 3 à 6 mois, je décale de 3 à 6 mois parce que j'ai des patients qui ont aussi besoin et qui n'ont pas... Oui, je comprends. Mais donc ça, c'est un vrai choix de ta part de les accepter tous. De les accepter tous. Ça, c'est c'est en cohérence avec tes valeurs. Oui, mais on est aussi obligé au bout d'un moment de tous les recevoir, mais s'ils ne sont pas observants et pas le patient modèle, de ne plus les soigner en fait. Oui. Et en fait, c'est là où tu tombes dans l'équilibre, humanité, rentabilité, exactement. Et tu es obligé de faire un choix. C'est ça. Enfin, tu es obligé. En tout cas, toi, tu es vigilante à maintenir cet équilibre-là. Parce que tu peux pas non plus tomber dans l'excès de se dire j'accueille tout le monde et peu importe. Parce qu'en fait, malgré tout, tu as des charges en face. Et... bien sûr. Et tu dois gérer. Donc là, si on revient sur les modalités de tes salariés, donc là, tu as mis en place plein de choses pour qu'elles se sentent bien, pour qu'elles puissent aussi se sentir investies dans l'entreprise. Et comment... Est-ce que déjà elles sont contentes ? Oui, parce que tu as fait aussi le choix, on en parlait tout à l'heure, tu payes aussi tes assistantes et tes secrétaires un montant plus élevé que la grille tarifaire. Ça, dans quel objectif ? Est-ce que c'est pour les fidéliser ? Alors, c'est pour les fidéliser, oui, et puis aussi pour leur montrer que, comme elles participent à la rentabilité de mon cabinet, c'est un peu comme dans les entreprises, quand on a la carotte... Plus tu fais de chiffres, plus tu as de commission. D'accord. Nous, on ne peut pas faire une commission parce qu'il n'y a pas de pourcentage. Oui. Mais du coup, voilà, le cabinet, depuis 13 ans, ne fait que monter. Leur salaire fait que monter aussi. Oui, pour toi, ça a du sens. Ça a du sens complètement. Et après, elles sont formées. Il faut qu'elles comprennent ce qu'elles doivent faire aussi dans l'entreprise. Ce n'est pas juste des suiveuses tu fais ça, tu fais ça. Elles ont chacun... Des objectifs aussi à réaliser. Et puis, de plus en plus, j'essaie, après, c'est pas évident tout le temps, mais de les former à des nouvelles techniques, à des nouvelles choses, pour que le travail soit de moins en moins rébarbatif, parce qu'on fait toujours la même chose, quelque part, dans tous les métiers. Oui. Le patient arrive, on ouvre la bouche, je fais ça, on fait des photos, on fait des radios, on fait la stérilisation, donc... Et quand tu parles d'objectifs, c'est quel type d'objectif ? Parce que moi j'ai du mal à voir Par exemple, dans la journée, on voit 20 patients, on a par exemple des poses d'appareil, on pose un appareil, ça va prendre 20 minutes. D'accord. Après, il faut qu'en 10 minutes, on puisse
prendre le temps d'expliquer aux parents comment ça fonctionne, D'accord. de leur donner les conseils d'hygiène, les conseils médicamenteux, etc., etc. Donc l'objectif, ça va être de cette période-là, l'optimiser au mieux. D'accord. C'est-à-dire pas partir non plus dans 25 minutes Ok. d'explication, parce que les parents, tu peux leur parler pendant une De- demi-heure, ils peuvent même rester là 3/4 d'heure. Donc c'est de dire, soyez bref et efficace pour Ouais. qu'on puisse voir un peu plus de patients dans la journée. D'accord. Ok. Donc on augmente la rentabilité, vous augmentez votre efficacité, Oui. et l'objectif est qu'au lieu d'en voir 20, on va en voir 25. Oui, oui. Voilà. Mais tout en maintenant un minimum d'humanité en Exactement. cohérence avec tes valeurs et ce que tu as Exactement. envie de Alors ce transmettre. que je me suis même amusée à faire, c'est moi-même, je calcule le D'accord. temps que je mets à expliquer quelque chose à un patient fictif. D'accord. Je dis voilà, tac, ça me prend 10 minutes. Donc il faut être capable de faire ça. D'accord. Et si la patiente en face ou le patient en face parle, pose 1000 questions, au bout d'un moment, il faut savoir s'arrêter. Alors Oui. si c'est des questions importantes, on répond. Oui. Mais souvent, les patients, ils aiment bien répéter, répéter, C'est- répéter. Et de temps en temps, malheureusement, on a aussi besoin d'efficacité. Ouais, je comprends. Ok. Est-ce que tu as mis en place d'autres choses? Ou est-ce que tu as vu... Est-ce que tu penses que ces mesures que tu as mis en place fait que tu as peu de turnover? Parce que je crois que J'en ai pas eu beaucoup. tu n'as pas eu Mm. de départ. Ouais, donc ça, je pense que c'est important, Mm. surtout dans le secteur médical. Ouais. Est-ce qu'il y a eu des inconvénients? Est-ce que tu as vu des choses où tu t'es dit, tiens, ça porte préjudice à l'entreprise? Bah non, juste pour les charges, parce que de temps en temps, Oui. si on part en vacances, là par exemple, je leur ai offert une semaine de vacances l'année dernière, on a fait 3 semaines. Ah oui, mais ça, on n'en a pas parlé. On en a pas parlé, c'est vrai. Attends, une orthodontiste qui paye les vacances à ses assistants, à ses secrétaires. On veut en savoir plus. Alors, Est-ce en que fait- tu peux détailler, s'il te plaît? On est parti en vacances 3 semaines au mois d'août, parce qu'on ferme tout le temps 3 semaines au mois d'août. D'accord. Et cette année, j'ai décidé de leur offrir une semaine. Comme ça, Ok. on a fermé le cabinet 1 mois. Ah, d'accord. Ah, donc C'était- une semaine en plus des 3 Des 3 semaines semaines. de vacances. Donc 3 semaines d'accord. de congés payés, plus une semaine offerte. Ok. Bon, Ah il y a- ouais, pas mal. Donc c'était bien, je Sympa. trouvais. Mais du coup, à chaque fois qu'on fait un geste comme ça, on a l'impression qu'il faut toujours en refaire un. C'est-à-dire, on en fait Ah, un que c'est en un juillet, il faudra peut-être en refaire un à Noël. Et puis, il y a une Ah. prime qui est payée tel moment, bah, du coup, il faut une autre prime tel moment. Et c'est ça qui est difficile, en fait. C'est l'équilibre entre ce qui est juste pour le cabinet et ce qui est juste pour les salariés. Eh oui. Et des fois, la balance, elle n'est pas évidente. Parce que moi, j'ai l'impression de jamais en faire assez. Oui, oui. Et puis en face, elles ont aussi l'impression que j'en fais jamais assez. Alors que en D'accord. fait, j'en fais beaucoup trop. Quand j'en parle autour de Tout moi, Ah oui. j'ai personne qui fait ce que je fais. Et oui, et justement, tes confrères, qu'est-ce qui... Ah bah, Ils hallucinent. Oui, c'est lunaire chez toi. Mais non, mais on rigole avec ça. Mais après, justement, ça me fait plaisir de le faire. Je le fais pas du tout contrainte. Pas du tout. Mais en face, il faut qu'il y ait un répondant. Ah oui. Et tu leur expliques ça Ah oui. Et qu'est-ce qu'elles te disent? Ah bah, elles en ont conscience, mais des fois un peu moins. Ah oui. Donc c'est pour ça que des réunions de travail que j'avais arrêté de faire, on va en refaire toutes les semaines ou tous Oui. les 15 jours pour que ce soit mis sur la table. Oui, que... Tu penses que c'était un défaut de communication de ta Je part? pense. Ah oui. Ouais. D'accord. Je pense parce qu'il y a une salariée un jour qui a voulu, qui a changé de voie, donc elle est partie. Et elle m'a dit de toute façon, en plus on n'a pas eu de prime à ce moment-là, Et j'ai ressorti en fait. Ah Et oui. j'ai dit mais si, vous aviez eu la prime Macron telle date, vous aviez eu ça. Ah oui, je me rappelais plus. Ah oui. Ah mais en fait, C'est comme- ça qui est compliqué. Ah ouais. C'est ça qui est compliqué. Oui. C'est comme les politiques en fait. S'ils communiquent pas sur ce qu'ils ont fait, on oublie tout ce qu'ils ont fait. Oui. Il faut être en campagne. Mais dans tout en fait. En fait, c'est ça. Les Le chef enfants c'est d'entreprise. pareil. Tu fais jamais rien. Mais si je t'ai offert ça, c'est... Ah oui, c'est vrai. En fait, il faut se mettre en tête tant que dirigeant d'entreprise, on est en campagne et en fait, il faut reséduire ses salariés Exactement. régulièrement et leur dire t'as vu ce que j'ai fait, t'as Rappelez-vous vu ce que j'ai fait. Exactement. Ouais. Mais c'est ça. hein. Ouais, c'est vrai, ouais. Et Et du que coup- eux aussi en fait le font parce qu'en fait c'est aussi une double communication Bien sûr. parce que eux aussi ils te disent hey, j'ai fait ça et j'ai fait ça. Moi je sais que j'ai une salariée comme ça, Joanna d'ailleurs, big up à Joanna, mais c'est bien parce qu'en fait elle me dit ce qu'elle fait. Oui. Et parfois les choses qui peuvent paraître naturelles ou qui sont invisibles n'ont pas de valeur. Mhm. Et donc quand tu dis, et donc Joanna me dit ce qu'elle fait, et à chaque fois je lui dis ben merci, c'est chouette. Et en fait ça m'a aussi appris à ce que moi aussi il faut que je lui dise ce que je fais. Alors pas en compte rendu, mais de dire ben en fait oui ben là on a fait un team building, dans 3 mois on va faire ça, et Mhm. que c'est pas
c'est pas un dû, en fait. Non, c'est pas un dû. Et puis, bon, moi, j'ai eu un très grave accident de voiture en 2024, août 2024. Donc, du coup, tout s'est arrêté. Oui. Pendant 8 mois, j'ai pas pu travailler. Donc, j'ai eu des remplaçants, mais les remplaçants ne travaillent pas au même rythme. Non pas la même, entre guillemets, sympathie des patients, parce que moi, je mets en relation quand même. On crée une relation avec le patient. Ouais. Dès que ça change, c'est compliqué. Quand vous avez un référent médecin et qu'il n'est plus là et qu'on change 2-3 fois dans les 6 mois, c'est compliqué pour les parents et pour les enfants. Donc, du coup, je leur ai dit, ne prenez plus de nouveaux patients. Donc, forcément, le chiffre d'affaires, il diminue. Hein. Ouais. Alors, attends, est-ce qu'on peut revenir là-dessus? Parce que Bien sûr. tu nous as dit quand même plusieurs choses. Donc, tu as eu un accident, un grave accident de moto en août 2024. En août 2024, qui a fait que là, tu n'as plus du tout été au cabinet pendant 8 mois. 8 mois. Et là, comment ça s'est passé concrètement? Puisque, en fait, il faut que tu sois là pour faire les actes. Donc, j'ai pris un remplaçant qui était orthodontiste. Donc, d'accord. En urgence, en fait. En urgence. Donc, sur les réseaux sociaux, vite, cherche remplacement. D'accord. Donc, j'ai eu une première fille, ensuite une deuxième. Ah oui. Ensuite, la première est revenue. Enfin, il y a eu un turnover quand même assez important. Et oui, parce que ça, c'était une obligation pour maintenir en fait à flot ton entreprise. C'est parce que j'avais un collaborateur qui travaillait que 3 jours par semaine. Donc, il fallait qu'il travaillait les 3 jours où moi je travaillais. Ah oui, d'accord. Ok. On faisait 3 jours, 3 jours. D'accord. Donc là, succession de remplaçants. Ah oui, et donc là, c'est ce que tu disais. En fait, les patients, ils étaient un peu perdus. Voilà, et donc les nouveaux patients qui étaient prévus sont venus. Et puis au fur et à mesure, je disais à ma secrétaire, ne prends plus de nouveaux, parce que les nouveaux me demandaient, ils ne savaient pas trop. Oui. Et puis, un remplaçant, il est là pour un mois, donc il fait son boulot, mais il ne voit pas plus loin, en fait. Et oui, c'est ça. Et parce que toi, malgré tout, dans ton cabinet, tu engages aussi ta réputation. Complètement. Et qu'en fait, et oui. Ça, c'est vrai que... Donc là, du coup, 8 mois d'arrêt, ça veut dire 8 mois où il n'y a plus trop de turnover. Donc, chiffre d'affaires, j'ai perdu 300 000 euros sur l'année. D'accord. Et là, les patients commencent à revenir régulièrement parce que j'ai repris le boulot en avril 2025. Et là, mais comment tu as géré les 300 000 euros de pertes en étant à l'hôpital avec des remplaçants qui tournent? Enfin, comment ça s'est passé? Parce qu'il y a des banques qui existent, qui font des crédits. D'accord. Okay. Donc tu fais un petit crédit pro et puis après tu essaies de baisser tes charges. Ouais. Mais là, t'as pas licencié, t'as pas... Je me suis pas versé de salaire déjà. Ouais. Oui, j'ai pas licencié, au contraire. Quand je suis revenue, on m'a dit oui, mais du coup quand vous n'étiez pas là, on a mis en place, ils ont revu les plannings et il manque quand même une fille en plus pour faire telle et telle chose. Ah d'accord. Donc je suis revenue et en septembre, j'ai embauché une petite jeune en contrat de qualif. Donc c'est vrai que ça me coûte pas trop cher parce qu'on a des aides, mais qui a 35 heures. D'accord. Et qui permet d'absorber ce qui était un peu... Ok, donc là ça veut dire que tu as été malade, enfin tu as été alité quoi, en rémission. ITT complète. Voilà, ITT complète, pendant 8 mois. Donc tu as eu perte de 300 000 euros. Là tu fais le choix de ne pas licencier, parce qu'en fait... le cabinet continue de tourner quelque part. Voilà. Et tu as quand même tes nouveaux patients. Et là, en fait, comment ça s'est passé pour tes secrétaires et tes assistantes? Elles ont pris de l'autonomie spontanément? Elles ont pris spontanément de l'autonomie. Elles ont géré tout. Mon collaborateur, surtout mon collaborateur, a très très bien géré, puisque du coup c'est devenu entre guillemets son cabinet. C'était le seul orthodontiste. Donc ça, il a repris le lead finalement. Il a repris le lead. Et puis il a un peu appuyé sur les petites choses qui n'allaient pas, parce que moi je ne suis pas une manager hors norme. Donc du coup, voilà, il y a eu des petits points. Oui, là, il manque quelqu'un. Après, on n'a pas la même façon de travailler. C'est-à-dire que moi, quand je travaille, je n'ai pas besoin d'une fille qui est H24 à mes côtés, qui me regarde. Moi, vous me posez le matériel, vous partez et j'arrive à travailler toute seule. Lui, il lui fallait H24 quelqu'un. Donc c'est là que ça a mis le fait qu'il manque forcément du personnel. Quand il y a une fille qui est comme ça toute la journée devant un fauteuil et qui, elle fait rien d'autre, ah oui, d'accord. Effectivement, Parce que lui, c'était sa manière de travailler. C'est donc sa manière de travailler. Il manquait quelqu'un. Exactement. Après, chacun sa manière de travailler, je ne critique pas du tout. Mais quand je suis revenue, ça a été vraiment de tous les côtés, il manque quelqu'un. D'accord. Donc, avant de voir le chiffre d'affaires de 2025, j'ai embauché. Avant de constater les moins 300 000, là, ok, je vous ai écouté. Et puis, c'était aussi peut-être un geste de remerciement, de dire, bien sûr, de dire pendant 8 mois, je n'ai pas été là, vous avez géré. Elles ont géré comme des reines. Comme des reines, on peut dire, et lui comme un roi, c'est ça. Donc du coup, je les ai remerciés. J'ai dit, heureusement que vous avez été là, et heureusement que le cabinet a continué de tourner de cette façon. Hein. Mais du coup, s'il manque quelqu'un, j'embauche. Oui. Là, tu leur as fait 100% confiance, voilà, comme tu as fait depuis le début. Mais oui, et comme je continue à faire, parce que je considère que s'il n'y a pas une... On va couper là, j'ai pas le mot. Vas-y. Qu'est-ce que je veux dire? C'est pas une cohésion. Une solidarité? Non.
c'est une confiance. Ah oui. Donc je considère que s'il n'y a pas une confiance dans l'équipe, au sein de l'équipe, et de l'équipe avec le dirigeant, ça ne peut pas fonctionner. Ouais. Donc moi j'ai essayé de gérer de l'hôpital, donc de temps en temps je gérais les mails, et puis avec tous les médicaments que je prenais, au bout d'un moment j'ai dit écoutez, je ne peux plus. Ouais. Donc là je fais un off complet, c'est-à-dire que vous n'aurez plus de mes nouvelles, je ne vais plus prendre de nouvelles du cabinet parce que c'est trop... Enfin c'est trop, moi il faut que je m'occupe de moi. Et du coup elles ont eu le champ lead libre. Et le champ libre de faire ce qu'elles voulaient en fait. Oui, et donc ça a apporté ses fruits. Finalement, ça a été aussi concret. Tu as vu concrètement le résultat de aussi tes investissements, du fait d'avoir pris parti, d'avoir des salaires élevés, de les choyer en fait pour qu'elles se sentent bien, parce qu'à un moment là, concrètement, elles te l'ont rendu. Complètement. Ouais. Donc c'est ça qui est beau. Ouais. Non mais c'est vrai, dans un clair. moment comme ça, c'est hyper important. Bah oui. Sinon, je mets la clé sous la porte. Bah oui. Ou je licencie 2 filles ou 3 filles. Oui, et puis là, ça t'a conforté aussi dans l'idée que toi, tu avais fait le bon choix. À la fois pour toi, parce que tu étais aligné avec ça, mais aussi dans un souci économique et de rentabilité pour ton entreprise. C'est ça. Et que ça... Et le gros grain de sel qu'il y a eu à mon retour, donc je suis arrivée en avril, et mon collaborateur qui était là depuis 4 ans nous avait annoncé déjà il y a 2 ans qu'il voulait créer son cabinet sur Montpellier. D'accord. Donc c'est très bien, parce que chacun, je l'ai fait, donc je trouve c'est normal de le faire. Et du coup, mais il est parti au mois d'août. Donc moi, je suis rentrée en avril. Ah oui. Dans un contexte un peu difficile, parce que j'ai de la kiné tous les jours, donc je ne dois pas travailler entre midi et deux. Enfin bref, c'est des petites choses à mettre des grosses contraintes. Lui est parti, et les filles qui étaient avec lui depuis 8 mois, où ça avait été le mentor de l'équipe, il gérait l'équipe sans moi en fait. Donc c'est lui qui était vraiment le boss. Et le boss partait, donc c'est un peu la tête qui a été coupée, et moi j'étais pas encore revenue à 100%. Ah oui, d'accord. Donc il est parti fin août. Septembre, j'ai voulu rembaucher quelqu'un pour le remplacer. D'accord. Ça n'a pas été possible. Il y a eu un problème de contrat, donc j'ai travaillé H24 au cabinet, et là j'ai vu en fait tout ce qui avait été mis en place sans moi. Pas forcément donc du nouveau matériel, des nouveaux protocoles de collage, des nouveaux protocoles horaires, tout ce que je faisais pas en fait. Ah oui. Donc là, il fallait dire, non, on revient à ma méthode à moi, parce que c'est quand même mon cabinet. Et là, ça a commencé un peu à... Okay. Donc j'ai dû prendre une DRH, parce que Oui, là, tu sentais qu'il y avait vraiment une confrontation en fait entre ton remplaçant et toi. Là, lui, il avait mis en place des choses en fait sur lesquelles tu n'étais pas d'accord. Exactement. Et quand tu as repris, tu t'es dit, oulala, comment on fait ? Mais c'est, encore une fois, c'est 2 façons de travailler différentes. Oui, il y en a. Oui. Moi, j'ai pas besoin d'avoir quelqu'un H24 qui est là et qui me regarde travailler. Oui, d'accord. Oui, c'est pas bien ou mal, c'est juste que c'est différent. Ah oui, complètement. Et que toi, à un moment donné, quand tu reprends ton cabinet, tu as envie que ce soit à ton image. Exactement. D'accord. Et là, les secrétaires et les assistantes. Oui, bug dramatrice, quoi. Donc DRH qui a fait des petits entretiens à chaque assistante, et qui m'a dit il faut replanifier. Après, j'avoue aussi que je suis un peu bordélique, c'est-à-dire que je fais une formation qui n'était pas prévue dans 15 jours, on annule la journée de dans 15 jours, et puis on met les patients un peu lundi, mardi, mercredi, vendredi, et jeudi je suis pas là. Et ça, en fait, elle m'a dit il faut pas le faire. Ah oui. Les congés, ça doit être bien en avance, tout doit être paramétré, qu'elle soit dans un cadre. Ouais. Le problème, c'est que moi, j'aime bien... Là, c'était pas prévu, mais c'est comme ça. Ce soir, je suis pas là. Ouais. Oui, t'aimes bien l'imprévisibilité. Exactement. Et je suis comme ça. Et j'aime bien avoir ma liberté aussi de me dire, c'est mon cabinet, je fais ce que je veux. Mais c'est vrai que quand on a des salariés, et c'est comme les enfants, en fait, si on donne pas de cadre, ça devient un peu n'importe quoi, et elles sont perdues. Et donc là, on a remis des cadres en place, on a remis des plannings bien stricts, des horaires de travail qu'on ne touche pas. Ouais. Les congés sont posés 2 mois à l'avance. Même si moi je veux partir, il faut que je le dise longtemps à l'avance. Et si jamais je change d'avis ou qu'il y a une contrainte, j'essaie de la gérer moi. Donc, des fois, ça m'est arrivé de déplacer les patients moi-même pour leur expliquer. Parce que quand c'est la secrétaire, ça n'a pas le même impact, encore une fois, que quand c'est la dentiste qui dit « Excusez-moi, j'ai une contrainte soit d'ordre de santé », ça m'arrive encore maintenant. Et les patients comprennent. Oui, d'accord. Oui, en fait, finalement, tu reprends responsabilité toi-même sur... En fait, tu leur demandes de prendre responsabilité, elles, mais toi aussi, tu reprends cette responsabilité pour toi. Et je re-rentre dans les cases. Ah oui. C'est pas évident, mais c'est essentiel. Oui, parce qu'en même temps, ça crée aussi de la cohérence. Et complètement. Pour toi, pour elle, et c'est fédérateur aussi. Complètement. 3 fois complètement. Non, et du coup, là, je me suis dit, il faut que je les forme encore plus, il faut que, qu'elles se sentent...
qu'elles aient des responsabilités encore peut-être plus importantes. Donc, il y a la petite nouvelle qui est arrivée, voilà, elle se forme à l'école. D'accord. L'autre qui est arrivée peu avant, il y a quelque chose qu'elle ne connaît pas du tout dans le suivi des patients à distance. Là, elle va faire une formation au mois de juillet dans le suivi des patients à distance, de manière à ce qu'elle sache tout faire, tout toucher, même à la limite un peu de secrétariat aussi. Parce que moi, je n'avais pas anticipé que les secrétaires sont secrétaires et les assistantes sont assistantes. D'accord. Et s'il y a une secrétaire qui n'est pas là ou qui part ou qui est en congé ou en arrêt maladie, l'assistante ne peut pas faire son travail. Et vice-versa. D'accord. Donc là, je suis en train d'ouvrir aussi ce champ des possibles, comme quoi une assistante peut aussi faire du secrétariat. Ah oui. Il y a quelques petites choses essentielles à connaître et vice-versa. Pour pas être bloquée. Et comment elles le vivent, du coup Très bien, parce que du coup, ça ouvre un potentiel de travail qui est un peu différent. D'accord. Donc, et elles sont plutôt ouvertes à ça. La plupart. Ouais. Et là, justement, c'est intéressant ce que tu dis parce que j'ai beaucoup aussi de chefs d'entreprise, et moi, ça a été aussi mon cas quand je recrute, de se dire, mais est-ce qu'on prend des profils vraiment exécutants qui sont super bons dans ce qu'ils font, et en fait, c'est ça, c'est des super secrétaires, des super assistantes, ou est-ce qu'on prend des profils plutôt qui ont de l'ambition, qui ont envie de développer, et donc dans ce cas-là, c'est des profils un peu plus, parfois aussi un peu plus diplômés, qui vont demander des prétentions salariales un peu plus importantes, mais qui sont plus ouvertes à faire... à prendre en fait de nouvelles missions, et ça souvent c'est un vrai choix stratégique en fait. Mais qui est à double tranchant, parce que moi la stratégie ce serait pas de prendre des exécutants, parce que l'exécutant, je vais pas dire m'intéresse pas, mais moi j'ai besoin qu'elle prenne des initiatives. Si un patient dit on fait le bilan, clac, elles prennent le patient, elles l'amènent, elles font les photos, elles savent en fait, c'est des protocoles qu'elles savent faire. Mais si j'ai dit une petite chose comme il faudra enlever tel dent, tac, elles prennent l'initiative aussi de faire l'ordonnance, d'envoyer la liste des kinés pour l'envoyer chez le kiné, etc. etc. Oui, tu as besoin de profils plutôt autonomes qui prennent des initiatives. Ouais, qui prennent des initiatives. Mais ça aussi à double tranchant, c'est-à-dire que là j'ai eu une assistante il y a quelques années qui un jour qui était très heureuse de travailler chez moi, mais qui un jour m'a dit je me sens pousser des ailes, j'ai envie d'ouvrir un restaurant, donc je suis désolée, je te quitte. Ouais. Et là, tu te dis, mince, c'est ma meilleure assistante. Ouais. On a créé quelque chose ensemble qui était super, et puis elle s'en va. Donc, si elle avait été juste exécutante et que je ne l'avais pas levée à être aussi indépendante et à prendre des initiatives, est-ce qu'elle aurait eu ce courage-là de partir? Je ne sais pas. Ouais. Oui, mais est-ce qu'au final... Mais c'est très bien pour elle, et je suis heureuse de l'avoir aidée à faire ça. Hein. Eh oui, parce que finalement, je pense que tu as eu un sentiment de fierté aussi. De la voir s'épanouir comme ça, et ça fait partie de son chemin. Complètement. Ouais. Et finalement, là, aujourd'hui, tu es plutôt sur un profil... finalement, tu recrutes plutôt des personnes autonomes et qui vont t'accompagner sur ce développement. Complètement. Ouais. Et puis vraiment pas de profil exécutant, un peu timide, qui me disent oui à tout, et puis qu'en fait, il faut qu'elle soit motivée, il faut qu'elle... Oui, tu mets en et place. Puis il faut qu'elle soit. C'est l'énergie aussi qu'elle dégage qui compte. Oui, en fait, c'est un peu des profils comme toi, finalement. Peut-être. Non, mais c'est sûr. Oui, pour qu'en fait, ce soit en cohérence aussi avec ce que tu crées, et l'énergie et la dynamique que tu as envie de créer. Et donc là, la réorganisation, comment ça se passe? Plutôt bien. Ouais. T'es contente, ça te... ça se met en place tout doucement, mais on a la RH qui vient m'aider, elle vient tous les mois, et là elle est très contente parce qu'on a déjà mis en place pas mal de choses. D'accord. Donc ça prend du temps. Je leur ai dit juillet 2026 on sera au taquet, donc il me reste encore quelques mois. Ça ne peut pas se faire en 2 jours. Hein, mais... Non, mais en tout cas, tu sens une vraie dynamique auprès de tes salariés sur ce sujet-là. Vraiment, et j'ai surtout mis en place cette communication que je n'avais pas assez. Ah oui. Parce que c'est vrai que quand on ne me dit rien, je considère que tout va bien. Ah oui. Et c'est pas comme ça en fait. Il faut vraiment mettre sur le papier, il y a ça qui va pas. Et même de mon côté, quand quelque chose me va pas me dire c'est pas grave, mais le dire tout de suite. Ouais. Et en fait, le fait de communiquer, mais c'est comme dans un couple, comme dans une vie de famille, comme partout. Le fait de communiquer, en fait, ça ouvre sur plein de possibilités d'aller mieux et de monter les échelons de la réussite. Ah oui. Et ça, en même temps, c'est des outils aussi de management que tu n'as pas appris. Je commence à apprendre. Ah oui. Parce que tu t'es retrouvé dans le dur, en fait, au final, avec des difficultés de management, en te disant, mince, comment je fais Et puis quand on vous dit, écoutez, on vous a fait les plannings, et puis on vous a mis ça en place, et on a fait ça en place, et je me dis, non, ça, en fait, c'est à moi de le faire. Et j'aime pas le faire, mais je vais devoir le faire. Eh oui. Et donc c'est là qu'on prend conscience que on délègue, et moi je délègue beaucoup tout ce qui est administratif, parce que je me concentre sur
ce que je sais faire, c'est-à-dire soigner les gens, mais que quand on est chef d'entreprise, malheureusement, et heureusement aussi, on doit savoir faire tout ça. Et gérer le personnel, et gérer les plannings, et gérer les arrêts maladie, et gérer les congés, savoir dire non. Et oui, c'est avoir vraiment ces 2 casquettes, en fait. Et ça, pour moi, c'est hyper compliqué. Oui, parce que tu aimes ton métier d'opérationnel. Oui. Et devoir dire non à une assistante qui m'aide au quotidien et me dire je pars en congé pendant 15 jours, ça, je peux ? Ah bah non, parce que là, ça m'arrange pas. Ça paraissait improbable il y a encore 2-3 ans. Ouais, c'était difficile pour toi de le dire. C'était complètement difficile. Oui. Et la DRH, plus un coaching personnel que j'ai fait à côté sur de reprendre le lead dans un cabinet, m'aide maintenant. Oui, à affirmer ta posture de dirigeant d'entreprise. C'est ça. Parce qu'en fait, ça apporte aussi de la justesse, en fait, et de l'équilibre, même au niveau de tes salariés, parce qu'elles savent que le cabinet est géré par quelqu'un bien sûr. Et puis d'être à sa place, chacun est à sa place. Et il y a de la place, il y a vraiment une place pour tout le monde. C'est-à-dire que il faut une hiérarchie. Et même la DRH m'a dit, même dans le cabinet au sein des assistantes, il y a une hiérarchie. Il y a une assistante numéro 1, et après il y a les assistantes numéro 2, 3, 4. Ah ouais. Et ça, tu vois, c'est intéressant parce que ça vient aussi un peu à l'encontre des nouveaux systèmes d'organisation des d'entreprises libérées, avec justement, on est contre en fait ce système pyramidal et plutôt horizontal. Et toi, finalement, tu dis que non, c'est important d'avoir cette hiérarchie et ce cadre-là. C'est ce qu'on m'a fait mettre en place aujourd'hui pour qu'il y ait une meilleure cohésion au niveau de l'équipe et au niveau du cabinet. Ouais. Et toi, tu te rends compte que ça marche. Ah bah bien sûr. Ah oui, que c'est une organisation qui est bonne pour toi. Exactement. Pour le cabinet. Ouais. Et est-ce que tu penses que c'est spécifique à ton métier, au profil peut-être des salariés, ou que finalement c'est un modèle qui est bon pour toutes les entreprises, en fait que chaque rôle soit bien défini, qu'il y ait un chef avec sa vision et qu'ensuite il y ait des personnes, chacun son rôle et chacun son cadre. Et ça chacun son rôle, ça c'est sûr. Ouais. Après, de mettre en hiérarchie les assistantes qui ont le même diplôme, peut-être pas, parce que dans les entreprises, je sais pas comment ça fonctionne, mais j'imagine que si tu es, je sais pas moi, bac plus 5 et que l'autre est bac plus 2, qu'il est au-dessus de toi, bah, tu comprends pas, ou il doit y avoir d'autres façons de hiérarchiser. Mais au sein du cabinet, elles sont toutes le même diplôme. D'accord. Celle qui va être au-dessus, c'est parce qu'elle va manager les demandes des autres avant de passer par moi. Okay. Donc c'est vraiment le manager de l'équipe. Ouais. Oui, en fait, c'est un système intermédiaire, quoi. Exactement. Et si un jour elle veut plus faire et qu'il y en a une autre qui veut prendre je suis pas contre. Ouais. Et est-ce que ça fait écho à le précédent podcast où on avait un chef d'entreprise, donc Damien Roux, qui lui gère un supermarché de produits locaux, qui disait qu'il n'avait pas besoin en fait de mettre des systèmes intermédiaires comme toi tu fais, mais c'est un vrai choix stratégique, notamment pour donner des perspectives d'évolution à ses salariés. Et de se dire, en fait, chez moi, vous venez pour les valeurs, mais aussi parce que vous avez des perspectives d'évolution, vous pouvez être vendeur confirmé, et puis ensuite manager. Est-ce que toi, tu penses que ça peut être quelque chose qui peut aussi t'aider à fidéliser tes salariés ? Pas forcément, parce que nous, on n'a pas de... Il y a une secrétaire médicale. D'accord. Et après, moi, je travaille avec une assistante dentaire. Donc après, il n'y a pas de... Ouais, L'évolution, elle est compliquée. Elle est dans ce qu'on disait tout à l'heure, le fait d'être payé plus que la norme. Et puis, alors, chaque année, on fait des petites évolutions. Après, il peut y avoir des primes. Chaque année, il y a un salon de l'orthodontie à Paris. D'accord. Je peux les emmener. Je les amène à l'hôtel. On va faire une soirée cabaret ou une soirée au théâtre. Donc voilà, je les sors un peu de l'ordinaire, je leur offre cette chose-là. Mais après, une évolution, non, parce qu'il n'y aura jamais une assistante qui va me remplacer ou qui va pouvoir faire... Oui, d'accord. Oui, donc toi, tu mises finalement et aussi sur les formations. Les formations, dont tu parlais, en fait, c'est tous ces à-côté-là qui te permettent de Et puis le fait d'évoluer aussi avec le métier, on nous ouvre d'autres perspectives. Parce que là, je te disais tout à l'heure, le suivi à distance, c'est un truc qui est nouveau. C'est-à-dire que le patient n'a plus besoin de venir au cabinet. Avec une certaine machine où il nous fait des photos de ses dents. Et en fait, avec l'IA, ça passe par une interface, l'IA, en fait, détermine s'il a besoin de venir au cabinet maintenant ou plus tard. D'accord. Donc, il y a une assistante qui gère que ça. Ok. Donc, forcément, c'est quelque chose de nouveau, c'est chouette. Et du coup, voilà, c'est cette formation-là qu'on peut faire. Oui, donc toi, l'intelligence artificielle, c'est une vraie opportunité pour toi. Ah, bien sûr. Parce que souvent, on entend aussi... Alors, pas pour les plans de traitement. Oui. Mais pour le suivi à distance, où effectivement il faut regarder si l'appareil, la dent est à tel endroit, oui, ça, elle peut le faire.
D'accord. Oui, donc ça, c'est une perspective aussi d'évolution pour ton personnel. Et en termes de rentabilité, ça, typiquement Ah bah typiquement, le patient qu'on voit et qui, je lui dis, ah bah non, t'as pas mis tes élastiques, là-dedans, elle est pas là où il faut. Ouais. Bah, il avait pas besoin de venir ce jour-là, en fait. Donc ça m'a pris un créneau. Ah oui, d'accord. Donc le suivi à distance, bah ça a un coût, c'est sûr. Ouais. L'assistante fait ça aussi, donc pendant qu'elle fait ça, elle peut pas faire autre chose. Ouais. Mais ça me permet de dégager des créneaux. Les patients, on a vu qu'il n'avait pas besoin de venir aujourd'hui, il viendra dans un mois. Et bah, du coup, je vois quelqu'un d'autre. Donc, d'accord. Oui, donc toi, c'est une vraie opportunité et d'amélioration aussi du service client pour tes patients. Et pour les patients qui habitent loin. Ah ben oui. Oui, donc ça élargit aussi ta zone de chalandise. C'est ça. Ça fait bizarre de dire ça. Non, mais et puis je leur dis, comme je vous santé. dis, ils font des photos toutes les semaines, donc finalement ils sont contrôlés toutes les semaines. Ouais. Au lieu d'être contrôlés, les orthos, nous on voit les patients toutes les 6 semaines, 7 semaines, 8 semaines, ça dépend des cabinets. Il y a des cabinets, ils voient les patients tous les 3 mois. Ah oui, donc c'est vraiment... Donc moi je leur dis, je vous vois toutes les semaines, je vois votre petite bouche, voir comment ça évolue, si vous avez bien travaillé, pas bien travaillé, si vous vous lavez les dents, pas laver les dents. Donc après voilà, on envoie des petits messages, lave-toi les dents. T'as pas bien mis tes élastiques. Ça oui. Donc c'est génial. Alors ça se développe, il y a des cabinets, ils travaillent qu'avec ça. Ok. Ils ont sur, je sais pas moi, 600 patients par an, ils ont 600 monitorés. Moi, je sais pas, c'est pas encore le cas, j'en ai une centaine. Mais petit à petit, voilà, c'est des choses qui se mettent en place. D'accord. Et ça, c'est bien vu dans le métier ? Bien sûr. Ou vous avez... Ouais, ou non, vous avez Alors, pas il y a des orthos qui sont archi contre. Ouais. Et puis, quand on a vraiment compris le principe, c'est pas qu'on veut pas voir les patients, Oui. c'est qu'on veut les voir au bon moment. Bah, les gens font pas l'aller-retour pour rester 3 minutes sur le fauteuil. Les parents, ils sont hyper contents, en fait. Ah oui, donc ça, c'est vraiment... Oui, c'est vraiment une opportunité. Complètement. Ouais, bah, c'est chouette. Hein. J'aimerais qu'on revienne sur la particularité, en fait, de ta position à la fois avec cette casquette de professionnel de santé où tu as besoin d'être là, en fait, pour faire les actes, et aussi ta casquette de dirigeant d'entreprise. Je trouve que c'est un modèle très intéressant parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup de solopreneurs, en fait, de personnes qui vendent leur temps et qui veulent justement sortir de ce modèle-là pour plus être tributaires de leur temps et avoir cette casquette de chef d'entreprise pour augmenter notamment leur rentabilité. Et toi, finalement, tu as ces deux contraintes. Je ne peux pas. On peut pas. Non, je me suis aperçue quand je travaillais plus que 3 jours par semaine, je me suis dit, c'est cool, même 2 jours et demi, ça te laisse plein de temps à côté. Sauf que le temps à côté, c'est du temps où tu n'es pas au cabinet, où tu gères pas tous les problèmes qu'il peut y avoir internes et que tu vois pas. Que du coup, ton salarié qui est collaborateur, même s'il est orthodontiste, il est salarié. Donc, il est dans le même wagon que tout le monde. Et puis, si tu n'y es pas, tu ne vois pas. Ah oui. Donc là, j'ai décidé de retravailler 3 jours par semaine sur les patients, mais je vais quand même une 4e journée où je fais que du secrétariat, enfin que des papiers, des dossiers. Je gère tout ce qui ne va pas, donc les petites boîtes à questions. Et voilà, on met en place des réunions. Donc en fait, je suis plus au cabinet maintenant qu'il y a 2 ans. Ah oui, d'accord. Parce que tu reprends ce poste, enfin ce de rôle lead, de lead et de dirigeant d'entreprise qui est nécessaire. Exactement. Et qu'est-ce que tu préfères alors ? Les patients ou ce poste de dirigeant d'entreprise ? Les patients, largement. Ah ouais ? Ah oui. Ah ouais ? Ah ouais. C'est quoi qui te... J'ai l'impression que quand on va faire les réunions, qu'on prend le personnel, c'est pour un échange de ce qui va pas. Mais il y a forcément quelque part toujours une petite... c'est pas une guéguerre, mais il y aura toujours des frustrations d'un côté de l'autre. Ah oui. Parce que... Je sais pas concrètement ce qui s'est passé la dernière fois. Oui, ils ont échangé les commandes. D'accord. Oui, il y en a une, elle a décidé de commander, je sais pas, j'ai dit manque des fraises, elle en a commandé 50. Je lui ai dit, il n'y a pas besoin de... Oui, mais comme ça, on en a assez pour 3-4 mois. D'accord. Oui, mais demande-moi en fait. Ah, chaque commande doit passer par moi. Normalement, je valide les commandes, après on les commande, etc. etc. Okay. Le fait de ne pas avoir été là pendant plusieurs mois, en fait, tout a été géré tout seul. Ah oui, elles ont pris l'autonomie. Et ça continue. D'accord. Sauf que moi, j'aime bien avoir un peu le nez dans tout. Surtout maintenant, comme je disais, financièrement, il faut que je regarde un peu tous les postes. Ah oui. Donc, c'est plus open bar. C'est plus open bar comme c'était avant. Et puis voilà. Et le fait d'être dirigeant, il faut qu'on regarde tout. Il faut qu'elles comprennent que moi, j'ai besoin d'avoir une vision sur tout. Alors, je leur ai beaucoup demandé sans rien voir. Mais maintenant que je suis là, j'ai envie de... Donc, il y a des petites incompréhensions et des fois, ça peut être un peu mal perçu. Ah ouais. Et c'est pas encore une fois un manque de confiance vis-à-vis d'elle. C'est un besoin de reprendre le contrôle de tout et de tous les pôles du cabinet. Oui, et est-ce que tu penses que c'est le contrôle ou c'est juste avoir un œil de savoir ce qui se passe dans ton entreprise ? C'est plus ça, c'est d'avoir un œil. Et puis, c'est ça. quand j'y contrôle, c'est pas, je contrôle pas tout, mais je regarde tout et je suis au courant de tout. Ouais.
Et ça, elles le comprennent ou pas? Parce qu'en fait, ça fait justement écho à la conversation que j'ai eue avec Samuel il y a 3 jours, mais pareil, exactement la même situation que toi. C'est-à-dire que je lui laissais beaucoup de liberté sur ses missions, et à un moment donné, il fallait le site internet, et là, moi, j'avais besoin de savoir qu'est-ce qui se passait tous les jours pour être sûr qu'on allait tenir dans le délai. Et donc, je lui ai dit, donne-moi ta to-do list, on a besoin d'avoir... Enfin, moi, j'ai besoin d'avoir une visibilité. Il me dit, mais pourquoi tout d'un coup, vous avez besoin de contrôler? C'est que vous me faites pas confiance? Je lui dis, mais c'est absolument pas ça. C'est juste que moi, là, nous, on grandit, j'ai besoin d'avoir une visibilité sur ce que tu fais. Mais je te fais entièrement confiance sur ce que tu fais. Mais ça a été le premier... Complètement, bah oui. Oui. C'est fou, ça. Dès qu'on veut contrôler, ça veut dire que c'est mal fait. Donc, du coup, on a un contrôle. Alors que pas du tout. C'est juste pour être sûr que tout est dans l'axe qu'on s'est donné pour notre nouveau... Et ça, tu trouves que ça a changé parce que tu as grossi, le cabinet a grossi? Ah bah bien sûr. Et ça grossit, donc tu as plus de salariés. Oui. Plus il y a de salariés, plus il y a de choses à contrôler, en fait. Oui, à superviser. Et ça suppose aussi un changement d'état d'esprit, à la fois pour toi et de posture, mais aussi pour les salariés. C'est ça. Et ça, il faut qu'ils comprennent que c'est pas contre eux, quoi. Exactement, mais je pense que de toute façon, le fait de reprendre, comme on dit tout à l'heure, reprendre le lead, tout en gardant une belle humanité, parce que ce qu'on disait tout à l'heure, l'humanité n'empêche pas la rentabilité, mais d'expliquer aussi que si on est plus rentable en 2026 et en 2027 et en 2028, ça nous permet, encore une fois, après, de mettre en place des choses qui seront plus sympas pour elle, c'est-à-dire plus de balades. Il y en a une que j'avais amenée une fois à l'île Maurice, parce qu'il y avait un congrès à l'île Maurice, je pouvais le faire. J'ai pris celle que je considérais la plus apte à pouvoir y aller, parce que en remerciement de tout ce qu'elle avait fait, si tu veux. Elle est venue à l'île Maurice avec moi, c'était chouette. Après, j'ai jamais refait. Mais bon, si tu as un cabinet qui est rentable et où tout se passe bien et où on peut se permettre de prendre toute l'équipe et partir faire 3 jours de voyage, faisons-le. Ah oui. Oui, et ça suppose de fédérer tout le monde et que tout le monde comprenne mais que tout le monde comprenne aussi, et ça, c'est ça qui est difficile, c'est que un cabinet coûte cher, des charges sociales coûtent cher, les salariés coûtent cher, et que le matériel, moi j'ai pris 30% de matériel sur le prix du matériel, parce qu'il y a de l'acier, il y a tout ça, le métal est de plus en plus cher, et que c'est pas, je prends pas plus de salaire, mais j'ai plus de charges. Donc au bout d'un moment, le ratio, il faut bien faire des... Soit on gagne plus, soit j'enlève des choses. Et comme j'ai pas envie d'enlever des choses, tu vois. Et oui, mais en plus, toi, tu as aussi l'autre contrainte, c'est que tes tarifs de sécurité sociale, ils augmentent pas. Depuis 25 ans, on est remboursé le même tarif. Et c'est ça. Donc les mutuelles remboursent peut-être un petit peu plus, et encore, c'est pas ça. Oui, parce que toi, t'as pas ce levier-là ce levier-là d'augmenter tes prix de vente. Ou peut-être que tu le fais sur des... J'ai augmenté légèrement. Comme après le Covid, là, on a eu 30% sur les bagues. Les bagues, c'est ce qu'on met dans la bouche de tous les patients. Donc j'ai pas pu augmenter de 30% les tarifs, mais j'ai fait une petite augmentation. Et après, les tarifs de base, les consultations, on n'a pas le droit de prendre des honoraires. Enfin, on aurait le droit, mais j'en fais pas. Donc c'est-à-dire que ma consultation est à 23 € et elle reste à 23 €. Tu peux faire un hors nomenclature à 30, 40, 50 € si je veux, comme le dermato. Mais il n'y a pas de remboursement sécu, donc... j'ai pas envie de le faire, donc je le fais pas. Les radios, c'est pareil. Une radio, 19,95 une radio, t'es remboursé de 19,95. Il n'y a pas de dépassement d'honoraires. Donc après, on dépasse effectivement sur les semestres, mais j'essaie d'être juste par rapport, encore une fois, au taux de rentabilité du cabinet. Je pourrais faire des millions et des millions de chiffres d'affaires, si je voulais. C'est pas le cas. Non, parce qu'après, c'est un choix aussi... de vie. Oui, c'est ça. Et puis de besoin. Moi, je considère que je suis très bien comme ça. Alors, il y en a qui te disent « Oh, mais tu pourrais faire encore plus. » Oui, mais finalement, je suis bien dans cet équilibre-là. Et oui, c'est ça. À quel prix? Exactement. Et ça, parce que qui dit encore plus de patients, encore plus de... La tête, elle est prise par tous les plans de traitement. Et puis, un patient qui est mécontent, ça peut arriver. Si tu as 10 000 cas, tu en as encore plus. Et si tu veux tout bien faire, il faut que ça rentre dans une semaine. Donc, moi, ça m'est arrivé d'aller travailler au cabinet les samedis, les dimanches, quand... Au début, quand il y a eu beaucoup de monde, que je travaillais tous les jours, je n'avais pas le temps de faire mes dossiers. Donc j'allais le week-end. Au bout d'un moment, la vie de famille, elle empathie complètement. Donc stop. Oui, après, c'est de trouver le juste équilibre et ce avec quoi tu es OK. Et en plus, oui, c'est ça. Malgré tout, en tant que... Tu as quand même beaucoup de contraintes. Et je pense que ça, parfois... à la fois en tant que patient, mais aussi en tant que citoyen, en fait, on oublie les contraintes liées au domaine du médical et à ce en tant que professionnel de santé, mais aussi dirigeant d'entreprise. Et en plus, les prix de vente sont fixés par l'État. Et oui, triple contrainte c'est ça. À gérer. Et à essayer de faire comprendre.
Oui, c'est ça. Et aux salariés, et aux clients. Et toi, tu dois gérer ça en sachant que tu n'as pas été formé à toute cette partie Ah oui, parce commerce, qu'on n'a aucun management. cours, aucun cours de management. Donc, ouais, non, c'est vrai. Et on n'en parle pas du tout. Parce qu'en fait, il y a très peu de médecins qui se positionnent clairement en chef d'entreprise et qui peuvent partager. Mais parce qu'en fait, c'est aussi antinomique avec ce métier de la santé, en fait. Complètement. Et, c'est en inadéquation totale. Et pourtant, c'est une réalité que vous vivez qui est encore plus complexe peut-être qu'un chef d'entreprise classique. Ah ben oui. Et c'est fou ça. Parce que le chef d'entreprise classique, en plus, il a son directeur général, son DRH, son directeur financier, son directeur commercial. Donc en fait, il peut déléguer à chaque... Nous, on peut pas. Ah oui, ben moi je vois, moi je suis dirigeante d'entreprise, mon métier c'est de gérer mes salariés. Et je ne suis pas en contact avec les clients. Et mon prix de marché, c'est moi qui le décide. Parce que moi, typiquement, là, j'ai augmenté des charges. Et bien en fait, mes prix de formation, ils ont augmenté autant des charges. Enfin, c'était mathématique. Là, si on m'avait dit, non, tu peux pas, tes charges, elles augmentent de 50%, mais ton prix de vente, il augmente de 5%, alors on a un problème. Bah oui. Et finalement, c'est ce que vous vivez au quotidien. Mais c'est ça. C'est ça. Et c'est pour ça que les médecins se sont autant battus pour que leur consultation de 23, elle passe à 30 €. Parce que pareil, les charges locatives, et puis tout, même s'ils n'ont pas beaucoup de matériel, nous on a beaucoup de matériel. Le matériel coûte cher, une radio c'est 100 000 €, une caméra numérique c'est 20 000, enfin je veux dire, il y a toujours, tout est très très cher, les imprimantes 3D, enfin maintenant avec l'évolution de notre métier, il y a de plus en plus d'investissements qui très coûteux qu'on est obligé de faire. Si on veut être dans le mood de 2026. Oui, et de faire les choses bien. Mais c'est vrai qu'en fait au final... on voit pas tout ça au niveau de votre métier. Et c'est pour ça que je suis très contente de t'avoir reçu dans ce podcast. Merci infiniment de m'avoir invitée, en tout cas. Merci à toi et surtout de nous avoir partagé ton quotidien et aussi ton cheminement depuis 13 ans que tu as créé ton cabinet et de voir comment les choses ont évolué et d'avoir, je pense, revalorisé aussi ton métier pour donner une autre image en fait, de ce qu'est réellement le métier d'orthodontiste, chef d'entreprise, avec gérer toutes ces contraintes. Bravo en tout cas. Merci beaucoup Laure. Merci à vous de nous avoir écoutés. J'espère que cet épisode vous a plu. Rendez-vous dans 15 jours. À bientôt. Au revoir.